On est ravi de vous accueillir pour la dernière webconf de l'année. On a eu un petit temps, on va dire, pas d'absence, mais où on avait beaucoup d'autres missions. Enfin, il y a eu, si vous avez suivi, il y a eu un petit peu toutes les vidéos replay des printanières. Voilà, donc on est ravi aujourd'hui d'accueillir Julien Cortet, qui est le coach de l'Aurore de Vitré en National 1. Et puis, il va vous présenter un thème qui va être peut-être intéressant pour l'intersaison et pour la reprise la saison prochaine dans les meilleures conditions, on l'espère. Voilà, donc François, si tu veux dire un petit mot pour introduire un petit peu la webconf. Volontiers. Écoutez, d'abord accueillir Julien parce que il a des origines différentes que nous, Bretons, et donc je trouve que pour nous c'est un enrichissement très important. Et puis la deuxième chose, c'est que cette webconf va venir boucler une saison ô combien particulière et qu'on espère qui permettra de relancer la prochaine dans les meilleurs auspices pour à la fois nos clubs bretons et puis tous les éducateurs là qui vont venir s'enrichir auprès de toi, Julien. Donc encore merci de ta présence. Juste avant de te laisser la parole, Julien, bon, comme d'habitude, vous en êtes habitué maintenant. L'idée, c'est plutôt de couper vos micros de manière à pas apporter d'interférence lors de l'intervention de Julien. Et puis, l'idée, c'est que ce soit quand même assez interactif. Donc, on passera par le chat. Et puis, si on est peu nombreux, on pourra interagir en direct en branchant votre caméra quand vous serez interpellé. Et puis, on se laissera un petit temps de questions-réponses où là, cette fois-ci, à la fin, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on relaiera les informations à Julien. Voilà. Écoute Julien, je te laisse la parole et puis je te laisse te présenter et puis présenter l'intervention et puis j'interviendrai au fil de ton exposé. D'accord. Merci. Donc déjà, merci de m'accueillir. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Julien Cortet, donc je suis coach à l'Aurore de Vitré en NM1. Je viens de terminer ma deuxième saison. Je vais entamer ma troisième à la rentrée. Effectivement, je ne suis pas de la région à la base. J'arrive de la région lyonnaise où j'ai commencé à entraîner en 2015 à Feur, en NM2 puis en NM1. Voilà. Avant que j'étais joueur en NM2, NM1 et j'ai basculé dans le coaching en 2015, même si j'ai toujours coaché, entraîné depuis que je peux, quoi, donc depuis une bonne vingtaine d'années, même un petit peu plus maintenant, le temps passe vite. Voilà pour les présentations. Aujourd'hui, vous voyez le titre, je vais vous parler appréhender la performance de manière globale. Ça fait peut-être un peu pompeux, je savais pas comment le tourner, donc je vais vous expliquer rapidement. En gros, on parle souvent du terrain et moi je vais essayer aujourd'hui de mettre en valeur et de mettre en lumière tout ce qu'on peut faire hors terrain, tout ce qu'on doit faire hors terrain, tout le travail invisible pour être plus performant. Alors la performance aujourd'hui, on va essentiellement parler de performance du joueur. Comment être plus performant, comment le joueur peut être une meilleure version de lui-même. Donc c'est en gros essayer de balayer tous les leviers pour améliorer la performance du joueur. Voilà un petit peu ce qu'il y a derrière ce titre. Et bien évidemment qu'il y a aussi la performance de l'équipe. Quand on est coach ou entraîneur, on pense à la performance de l'équipe. De meilleurs joueurs, des joueurs plus performants, doivent faire une équipe, je dis bien doivent, ou devraient, c'est pas toujours le cas, faire une équipe plus performante. Donc tous les leviers aussi pour améliorer la perte de l'équipe, ça commence déjà par améliorer les performances de chaque joueur. Mais dans le cadre de l'équipe, il y a beaucoup d'autres aspects. Il y a l'aspect tactique, la construction de l'équipe. Donc on va pas rentrer le management du coach, on va pas rentrer là-dedans. Aujourd'hui, c'est principalement la performance du joueur et comment mettre le joueur dans les meilleures conditions pour être le plus performant possible en tant que coach. La première question que j'ai, moi, Julien, c'est le champ d'application de tout ça. Est-ce que
c'est applicable à l'instant T, à l'Aurore de Vitré, avec la Nationale 1, avec, je suppose, des joueurs qui sont semi-pro, peut-être même pro, ou est-ce que c'est transférable? Est-ce qu'il y a des choses dont on peut s'inspirer sur les plus petites catégories ou les niveaux moindres, enfin les niveaux moins importants que la N1? Oui, j'allais continuer là-dessus. L'idée dans cette présentation, c'est la commande que tu m'avais passée, c'est de faire quelque chose de transférable du monde pro aux jeunes, en passant par le monde amateur, senior amateur. Donc, je vais essayer de balayer toutes les, enfin, comment dire, balayer oui, de transférer ce qui est transférable. Et j'allais y venir, par exemple, là, on parle de performance. Je pense que si on a un entraîneur jeune, on va peut-être parler des meilleures conditions, au lieu de parler d'appréhender la performance de manière globale, bah, peut-être les meilleures conditions d'apprentissage possibles. Par exemple, commencer à sensibiliser les jeunes à l'approche professionnelle et évoquer ces leviers pour commencer à en faire peut-être des habitudes pour eux, des habitudes hors terrain, les sensibiliser pour les jeunes. Donc, oui, aujourd'hui, je vais essayer de balayer tous les champs, aussi bien jeunes, professionnels, amateurs. Et clairement, oui, moi, là aujourd'hui, ça s'applique vraiment à mon équipe. Les gars sont tous professionnels, j'ai 10 professionnels. Euh, je- mais même avec des professionnels, et c'est que la NM1 et l'NB, c'est peut-être un peu différent, mais même les joueurs professionnels, les jeunes joueurs notamment, on s'approche hors terrain, c'est encore un peu opaque, hein. Ouais. Ouais. Bon, on entend Voilà. souvent, à moindre niveau, les entraîneurs dire on n'est pas des professionnels. Et en fait, l'idée, c'est de s'inspirer, je trouve, peut-être. On le verra peut-être dans le. Qui peut le plus, peut le moins, moi, je me dis. Enfin, bon, bref. C'est une autre discussion, mais. Ouais, ouais, puis on n'est pas des professionnels, mais je pense que quand on fait une pratique, que ce soit en basket, en foot ou une pratique sportive ou de l'art ou du dessin ou du piano, bah, on essaye d'être le meilleur possible. Moi, demain, je joue en DM1, j'ai envie d'être. Si je viens m'entraîner, c'est pour prendre du plaisir, mais aussi pour progresser. Et si je peux faire un petit peu plus pour progresser ou différemment, bah, je pense que c'est toujours bon à prendre, quoi. Voilà, le thème de la séance, enfin, de la visio aujourd'hui, va tourner autour de ça. Donc, la performance du joueur, comment optimiser la performance du joueur. Alors, il faut que je repasse. Je vais changer de slide. Alors là, on a le terrain et l'entraînement. Ça, c'est ce que beaucoup d'entraîneurs ou beaucoup de sujets traitent. Moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a l'aspect tactique, technique, physique avec un entraîneur et des coéquipiers. On part du principe qu'on fait, alors, avant de parler d'extra basket ou de la perf globale, bah, bien évidemment qu'il faut que l'entraînement que le joueur arrive à l'entraînement et soit à 100%, que l'entraîneur fasse le meilleur entraînement possible. On va parler tactique, technique, physique. Mais là, j'ai envie de dire, c'est entre guillemets le plus facile parce qu'il y a un entraîneur qui nous pousse ou deux entraîneurs, un assistant, on a des coéquipiers, on joue et voilà. Moi, je m'attarderai pas là-dessus et on va pas parler technique, tactique. L'idée, c'était de prendre un petit peu le contre-pied de ça. On parle beaucoup du terrain. Bah, moi, c'était de parler un petit peu hors terrain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, avant de parler du joueur, je pense que le boulot de l'entraîneur, alors certes, il faut préparer des séances. On pense beaucoup, nous en tant qu'entraîneur, au contenu. Qu'est-ce que je vais leur faire faire et tout. Et moi, l'idée là, c'est d'avoir une approche plus globale. C'est avant de parler contenu, qu'est-ce qu'on crée nous en tant qu'entraîneur? On doit poser un cadre. Alors que ce soit le coach pro, le coach d'une équipe amateur, le coach de jeunes et notamment les jeunes, c'est important de poser un cadre parce qu'avant tout, je pense qu'on a un rôle d'éducateur. Et l'idée, donc on parle toujours de performance. Pour être performant, je pense qu'il faut un cadre de travail épanouissant. Un cadre de travail où on respecte un petit peu
les individualités de chacun, où chacun peut évoluer et progresser dans un environnement sain. Et ça, aussi bien pour les pros que pour les amateurs. Pour les pros, on va parler de performance. Pour les amateurs, peut-être de plaisir ou de progression. Et pour les jeunes, d'un cadre propice à l'évolution, quoi. Et ça me paraît le plus important. Donc, avant de préparer une séance sportive, on doit avoir une vue globale de notre exercice et poser des conditions d'apprentissage favorables. Donc, je pense qu'il y a plusieurs points. Donc là, je mets les règles. Alors, ça paraît peut-être évident, mais je pense qu'on n'insiste pas assez là-dessus. C'est que je parlais d'un cadre et la vie d'un groupe, c'est une mini-vie de groupe, mini-vie en société. Il faut déjà, alors pour les jeunes, peut-être apprendre les codes. C'est aussi l'école de la vie. On peut commencer à les aider pour le futur, mais pas que pour le basket. Et pour une équipe professionnelle, je pense que c'est très important de mettre de cadrer tout ça. Donc, les règles, le respect des horaires, par exemple. Moi, les gars, ils doivent arriver 10 minutes avant la séance, ils doivent être en tenue, prêts à s'entraîner. Le respect des horaires, les téléphones par exemple, l'écoute, leur demander d'être attentifs. Quand vous venez à l'entraînement, vous êtes en condition d'écouter, en condition concentrée. Les rassemblements, quand je viens au milieu de terrain, on se rassemble. Ça c'est transférable aux jeunes et c'est, je pense, très important chez les jeunes aussi. Donc, de mettre un cadre avec des règles. Après, je pense des valeurs. Et moi, j'insiste beaucoup sur les valeurs de Et Julien, confiance. Oui. Moi, j'ai une première question, c'est ces règles-là, est-ce que c'est toi qui les imposes ou est-ce que tu l'emmènes autrement au fil d'une discussion ou d'une réunion pour peut-être faire émaner ces règles directement du groupe? Alors après, peut-être qu'en pro, c'est un peu différent parce que c'est aussi leur job, mais est-ce qu'on doit forcément imposer ou est-ce qu'on peut laisser les gens mettre les règles qui va correspondre à leurs ambitions? Bon, je pense que non, de faire ça sous forme participative et construire les règles et le cadre avec les joueurs, ça me paraît essentiel ou primordial. Et je l'ai eu imposé, j'impose certaines choses, mais par exemple cette année, cette future saison, on va construire ensemble. Je suis en train de travailler sur le stage de cohésion. On va construire ensemble le cadre et les règles. Et si on ne respecte pas les règles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, on le construit ensemble. Je pense que c'est important. Moi, je vois vraiment pas le coach. Alors attention, mais le coach ici, les joueurs là, c'est le coach, c'est un leader, il guide. Et moi, avec mes joueurs, on est plus. Alors forcément qu'il y a du directif des fois parce que le coach, il doit prendre des décisions, il tranche. Mais c'est voilà, on fait partie tous de la même équipe, on n'a pas les mêmes fonctions. Et je pense que c'est important. Alors, forcément, il faut imposer de temps en temps, mais de construire les choses ensemble. Et justement, si on parle d'un cadre de travail épanouissant, si ils sont partie prenante de la construction de ce cadre, je pense qu'on se rapprochera plus de ce qui est épanouissant pour eux que si j'arrive moi avec mon cadre super rigide et que j'impose tout. Ouais. On obtiendra un peu plus d'adhésion aussi des joueurs dans ce mode de fonctionnement-là. Après, c'est sûr que c'est les règles aussi qui évoluent, puisqu'il y a 15 ou 20 ans, on était sur un modèle peut-être un peu plus proche des pays de l'Est qui était très directif. Et on constate quand même qu'il y a une vraie évolution par rapport à ça, quoi. Mais ça demande un peu plus de travail de la part du coach. Exactement, plus de travail, plus de discussion, il faut connaître ses joueurs, il faut aller dans le dialogue, il faut des fois se remettre en question, écouter les autres, ils ont de meilleurs. Enfin, ouais, ça nécessite un travail plus important, hein. Ça c'est sûr. Mais je pense que pour avoir de très bons résultats, on ménage pas sa peine, quoi. Ouais, c'est certain. Après, si je continue, je parlais au niveau des valeurs, je pense que c'est important. Et moi, ça, c'est quelque chose dans mon groupe. C'est les premiers mots que je parle aux gars quand je recrute des joueurs. Euh, on parle de valeurs humaines. Moi, je parle de confiance, de justice, d'intégrité,
de bienveillance et d'exigence. Alors ça, c'est mon cadre et on peut mettre le cadre qu'on veut, mais je pense que c'est important de formaliser et d'expliciter des valeurs qui nous tiennent à cœur, nous, en tant qu'entraîneurs, en début de saison, et avec des jeunes ou avec des joueurs amateurs. Bah, la confiance, c'est qu'ici, vous pouvez venir travailler en confiance, on va dédramatiser ou on va déstigmatiser l'erreur. Je compte sur vous pour le respect, voilà, le respect de l'autre. On n'a pas peur d'être soi, on peut dire les choses, on peut se tromper devant les autres. On est, voilà, un cadre de bienveillance. Ça n'empêche pas d'être exigeant. Souvent, on les met un peu en opposition. On peut être bienveillant et très exigeant. Voilà. Je pense que c'est important. Et là, moi, c'est dans le monde pro qui est justice, intégrité. Et pour faire avancer et pour que le joueur soit performant, il faut qu'il ait confiance en son coach. Donc, il faut s'appuyer sur des valeurs, je pense, voilà, solides. Et ça, c'est des valeurs qu'on peut, pour les jeunes, des jeunes en formation. Moi, je suis coach de U13. C'est des valeurs qui me paraissent très importantes. Et puis, c'est transférable dans la vie. On leur apprend, je pense, comme je disais, on est éducateur, on leur apprend peut-être ce qui est bien, pas bien. Quand je parlais d'intégrité, c'est que le coach, il a dit quelque chose, il doit le faire. Voilà, tenir sa parole, des choses comme ça. Ça me paraît très important et c'est souvent des choses qu'on oublie. Le coach, on a un modèle. Alors pour les pros, un peu moins, mais surtout pour les jeunes, par exemple, on a un modèle. Si le coach, il tient parole, si le coach, il est dur, mais il est juste, il est exigeant, mais il est bienveillant, il a toujours un petit mot, il est toujours là, et voilà, le joueur les conditions d'apprentissage seront favorables pour lui et il aura envie de donner plus. Le coach, il faut bien penser à ça, c'est qu'on n'arrive pas juste avec notre papier, j'ai préparé ma séance et tout ça. On crée quelque chose autour. Et autour des règles, des valeurs. Alors après, j'ai mis… Pardon. Les valeurs, Julien, c'est quoi la part de liberté que tu as là-dessus? Je suppose que tu as tes propres valeurs que tu vas transmettre au groupe. Est-ce que, par exemple, toi, au niveau du club, est-ce que tu as des valeurs, quand tu as été embauché, qui sont importantes au sein du club et on te dit, on veut que tu fasses transpirer ces valeurs sur l'équipe professionnelle ou est-ce que tu as eu vraiment open bar pour créer ce que tu voulais, l'ambiance que tu voulais? Non, là-dessus, j'ai eu carte blanche. Open bar, ouais, comme tu dis. Non, j'ai vraiment construit l'équipe et je manage, parce que c'est le plus important, le management là, des joueurs, autour des valeurs, moi, qui me sont… De toute façon, pour être en phase avec les joueurs et avec son management, avec ce que je suis obligé de manager sur la base de mes valeurs, qui sont pour moi la justice, l'intégrité, la confiance, ça c'est la base. Et j'ai eu carte blanche. J'ai prolongé 2 ans là au club pour beaucoup de raisons, mais pour une raison principale, c'est que je suis en accord là-dessus avec les dirigeants, la présidente, le vice-président, et ils sont sur le même mode que moi, bienveillance, l'intégrité des joueurs avant tout, on mettra jamais le sportif avant l'humain. Donc, j'avais carte blanche, mais ce que j'ai construit correspond aussi à ce que veulent les dirigeants, et c'est aussi pour ça que ça dure. Après, tu me dis, non, moi, la seule chose qu'on m'a demandé quand je suis arrivé, c'est qu'il y avait pas une scission, mais le monde amateur, le club amateur, le club pro, et ça tirait plutôt dans ce sens plutôt que dans ce sens. Moi, naturellement, c'est quelque chose que j'ai fait à faire. Voilà, moi, il n'y a qu'un club. Si on peut, enfin voilà, je marchais main dans la main, des projets communs, tout ça. Moi, c'était une demande du club et la seule quasiment sur l'extra sportif. Ouais, je te dis ça parce que tu vois, par exemple, tu as des clubs, je pense au label citoyen, tu vois, il y a des clubs qui ont un label citoyen et puis même à petit niveau, je pense que c'est aussi une force d'avoir des valeurs au sein du club et puis d'arriver envers tous les coachs qui passent pour essayer de faire rayonner un petit peu les courants qu'on a décidé un petit peu dans la politique de club. Donc, moi, ça me paraissait important. Alors après, chacun s'arrange avec tout ça. Peut-être des fois, c'est pas construit, mais je pense aussi que les coachs, ils ont un rôle dans cette identité club qu'on veut donner, quoi.
en fait, et ils peuvent aussi inspirer les dirigeants aussi, ça peut marcher dans l'autre sens, quoi. Ah bah, c'est sûr. Souvent les coachs, enfin, j'ai été aussi entraîneur sur les catégories jeunes avant d'être sur les pros. On a mis en place, on avait mis à l'époque en place avec mon équipe technique des cahiers techniques, des progressivités entre chaque. Mais là, on pensait qu'au terrain, et je pense qu'on peut voir, comme tu dis, au-delà. C'est le cahier technique peut-être, oui, mais le cahier des valeurs, le cahier de. Est-ce que chaque entraîneur doit diffuser. Nous, le club, c'est un club comme ça, comme ça, comme ça. Ses valeurs sont ça, familial, parce qu'on veut. Et je pense que les salariés, les entraîneurs, on doit être moteur de tout ça. De toute façon, c'est nous qui sommes au bord du terrain avec les enfants et qui véhiculons ça bah, les mercredis après-midi, tous les soirs de semaine pour les entraîneurs jeunes, pour les entraîneurs pro, bah, tous les jours, les matins. Mais je pense que c'est clair que les clubs, mais c'est quand même compliqué que ça vienne des dirigeants. Les dirigeants, souvent, sont bénévoles, ont une entreprise à côté, font d'autres choses. Je pense que c'est pour ça que je pense que ça doit venir des entraîneurs. C'est pour ça que de temps en temps, de sortir un peu des approches purement technico-tactiques, je pense que c'est pas mal de voir que notre boulot, c'est aussi plein d'autres choses. Tu vois, Samuel nous fait remonter des expériences, par exemple, sur le site Junior NBA. Ils prennent 5 minutes pour échanger avec les jeunes sur les valeurs, un petit peu, sur qu'est-ce que l'entraînabilité, l'esprit d'équipe, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour respecter mon adversaire. Il y a peut-être des créneaux qu'on peut utiliser, notamment avec les jeunes, là-dessus. Je te propose qu'on reprenne un peu le fil parce que on va pas avoir un temps extensible. Donc c'est bien, du coup, on est dans l'échange pour le coup. Ah bah, c'est très bien. Par contre, ouais, j'accélère un peu alors. Après, je parle d'habitude de travail et c'est là où moi, avec les pros, je leur impose ou pas je leur impose, mais je leur explique les choses, je leur montre ce qu'il est possible de faire. Et je pense que c'est là pour les jeunes, peut-être commencer à les sensibiliser à ça. Les habitudes de travail, le goût à l'effort, de toujours être à 100%. Par exemple, bah, peut-être, moi, les joueurs, on essaie de mettre des routines en place, des pré-entraînements, des routines. Donc, ils viennent avant, ils travaillent avant. Et ça, c'est quelque chose qui peut être transférable sur les jeunes aussi. Alors, je sais que les créneaux, que les créneaux sont timés, serrés. Mais moi, si je viens 10 minutes avant, je suis un U15 et j'ai une petite routine de gainage ou de proprio, je peux venir 10 minutes avant mon entraînement. Je me mets dans un coin de la salle, j'ai ma petite routine. Quand je parle d'habitude de travail, c'est ça que j'essaye de construire. Alors nous, en tant que pro, c'est facile, on a des grands créneaux, les gars arrivent avant, mais c'est aussi transférable pour les jeunes, les habitudes de travail. Donc c'est d'être discipliné, se donner les moyens de ses objectifs, parce que que ce soit pro ou les jeunes, on veut jouer au NBA, on veut jouer là, on veut jouer là. Par contre, j'arrive en retard, je travaille pas plus. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de leur faire comprendre que ce qui est le terrain là, c'est le minimum syndical et qu'il y a plein d'autres choses à faire. Donc, voilà. Après, je pense aussi à la concentration. Et c'est ça pour moi le plus important, c'est qu'on vient à l'entraînement, on est en mode entraînement. Je viens sur le terrain, je suis concentré. J'ai l'impression, enfin, peut-être qu'on a l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes, mais même moi, avec des joueurs pros, il y a des matins, les gars, alors, bien évidemment qu'on peut parler, de s'exprimer, mais quand on rentre sur le terrain, on doit être capable de switcher tout de suite. Et je pense aussi aux jeunes. Euh, je les observe, nous, il y en a beaucoup de jeunes au club, ils arrivent, ils sortent du collège ou du lycée, ça discute, ils sont encore en train de parler dans le rond central de ce qu'ils ont fait. Et je pense que ça, c'est important de sensibiliser les jeunes en tant qu'entraîneur. C'est de leur dire, regardez les gars, vous venez 10 minutes avant, vous faites votre routine, vous êtes autour. Là, quand on commence, hop, on se met pas dans sa bulle. Je sais que quand tu es jeune, c'est aussi ton petit plaisir. Mais voilà, te se mettre dans les meilleures conditions d'apprentissage possibles. Et je pense que la concentration, c'est le plus important. Voilà, moi, les joueurs pro, j'insiste beaucoup là-dessus. Eh les gars, on sort de vidéo, on rentre en vidéo. C'est ça, là, maintenant. Vous avez 1 heure et demie à être concentré, on est concentré. Là, on vient sur le terrain, on est concentré. On fera du shoot après, on fera ce que vous voulez après. Vous pouvez rigoler. Là, c'est un temps fort. Là, c'est un temps important. Concentrez-vous. Se mettre dans les meilleures conditions pour apprendre. On parle souvent d'entraînabilité qui est sûrement en fait à mi-chemin entre les habitudes de travail et puis la concentration finalement, non? C'est exactement ça. C'est un petit mix de tout. Ouais.
Ouais, de disponibilité mentale et puis, d'autodétermination d'autonomie. Yann, si tu veux intervenir directement, branche ta caméra et puis ton micro, puis pose ta question directement à Julien. On en Oui, profite alors je pour vais pouvoir activer ma caméra parce que je peux pas sur le portable. Déjà, bonjour. Bonjour. Ouais, ma question, elle était voilà, par rapport à au lien que tu faisais, notamment sur tes valeurs entre les pros et sur la filière jeune, d'avoir une mise en avant des valeurs communes. Voilà, la question, elle était aussi sur le lien voilà, dans l'entraînabilité, dans comment intégrer le fait d'être pro, enfin c'est un bien grand mot en disant ça, mais chez les jeunes. Comment tu te sers finalement de ton équipe Fagnon N1, alors toi ou les autres salariés du club, comment vous vous servez finalement d'avoir cette équipe-là en N1 pour créer une dynamique d'entraînabilité chez les jeunes dans un département où nous, la culture de haut niveau, elle n'est pas encore finalement très développée. Comment vous vous servez finalement de ça pour créer une inertie voilà, chez les jeunes? Je ne sais pas si j'étais clair. Oui, oui, c'est très clair. Bah, déjà par l'exemple, c'est qu'il les voit au quotidien, donc il les côtoie, il les croise. Donc ils sont dans le même club, ils partagent la même salle, le même terrain, donc ils se disent bah c'est pas si loin. Donc pour l'aspect motivationnel, euh, c'est ça le sens de ta question. Oui, alors ouais, complètement aussi Et sur ça. Et puis, je ne sais pas s'il y a des actions vraiment concrètes en dehors effectivement de se voir sur les entraînements, s'il y a déjà un lien concret sur d'autres actions extra basket ou extra terrain, en tout cas, sur le lien là, en tout cas. d'accord. Oui, oui. Et pour continuer, donc ce que je disais, on se croise sur le terrain. Nous, on a 4 jeunes issus du club, donc qui ont fait leur formation U15, du 17. Léo, par exemple, je vais prendre l'exemple de Léo. Léo s'entraîne au quotidien avec nous. En ce moment, là, il est tous les soirs à la salle. Là, il fait son programme de muscu. C'est quelqu'un qui est passé par cette filière, qui est connu à Vitré, bah, c'est un exemple. Regardez Léo, c'est possible. Léo, il s'est entraîné. Donc, il y a des passerelles déjà. Léo est passé de jeune en équipe 2 à équipe 1. Là, il fait encore la passerelle. Moi, je travaille en collaboration et main dans la main avec le coach de l'équipe 2. Et après, on a des interventions. Il y a beaucoup de liens avec la section amateur sur les vacances, les stages, les joueurs. Alors là, avec le Covid, c'était compliqué, mais on a réussi à le faire ponctuellement. Bah, on l'a fait un peu en ligne. Je ne sais pas si vous avez vu via YouTube des petites séances d'aisance avec la balle où les pros allaient avec un ou deux joueurs pour montrer ça. Ouais, on crée du lien et on essaie de créer une proximité et de véhiculer, nous, les valeurs de l'équipe pro chez les jeunes en leur montrant qu'il y a de la proximité et que c'est possible, quoi. Je sais pas si. Ok, complètement. Merci, merci à toi. Après, je veux juste rebondir moi sur la culture de haut niveau. Pour avoir fait quelques départements déjà, tout le monde a l'impression de ne pas avoir de culture de haut niveau. C'est-à-dire que dans tous les départements où on va, moi je viens de Bourgogne où il y a 2 clubs pro et les gens disent on n'a pas la culture de haut niveau. Ouais, il y a quand même 2 clubs pro et 2 centres de formation. Et en fait, la culture de haut niveau, je dis pas que c'est une légende, mais en fait, c'est ce que les éducateurs ils vont mettre un petit peu dans tous les entraînements au quotidien. Et tout le monde ne deviendra pas professionnel. Par contre, comme disait Julien, on peut s'entraîner de manière optimum en étant concentré, en étant, comme disait tout à l'heure Julien, la meilleure version de soi-même. Puis, je pense que c'est à nous, éducateurs, d'arriver à mettre des garde-fous sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on a envie de faire aussi les gamins, parce que ça sert à rien non plus de vouloir mettre des gamins dans un moule haut niveau si eux sont juste venus chercher du loisir, quoi. Il y a peut-être des choses à mettre, quoi. Mais cette culture de haut niveau, bon, voilà, c'est quelque chose c'est un peu un serpent de mer dont tout le monde parle, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est culture du haut niveau. Bah, déjà, si tu t'entraînes bien à chaque fois que tu as du présentiel, si tu arrives avec les bonnes intentions, si tu es là un petit peu avant, si tu es autonomie et que tu fais ce qui est à côté, bah déjà, tu es dans le fonctionnement quasiment pro, parce qu'il y a des pros qui font pas ça. On va parler un peu plus loin. Beaucoup d'autres contraintes qui s'imposent pas. Alors j'accélère un peu parce que c'est Oui, long, oui, oui, mais oui. on a aussi le rôle d'accompagner et de guider. Et pour moi, c'est le plus important, c'est que, alors là, les joueurs pros, en l'occurrence, ils doivent être moteurs, acteurs et moteurs de leur projet, ils doivent être autonomes. Parce que
On définit ensemble des objectifs. Ils ont des objectifs individuels. On définit les axes de travail, les moyens. On transpose ça au quotidien, les actions à mener. Et une fois qu'il y a les objectifs, les actions, les moyens et ce qu'ils doivent faire tous les jours, c'est de l'autonomie. La motivation, elle peut venir que d'eux. Moi, je pars de ce principe-là. Un jeune, il doit, comment dire, on met des routines en place, on met des programmes de muscu, il y a du travail en plus. Nous, il y a le terrain, les entraînements collectifs et il y a plein de petits temps de travail autour. Le temps de travail autour, moi, ce que je leur explique, je suis là, je suis au bureau, je suis disponible s'ils ont, mais si eux, ils sont pas là, s'ils font pas bien, s'ils font pas à 100%, bah, quelque part, c'est leur problème. Je pense que ce qui est le plus important pour atteindre ces objectifs, il faut que la motivation, elle vienne d'eux-mêmes, qu'ils comprennent qu'ils font les choses pour eux-mêmes et qu'ils font pour atteindre leurs objectifs. Ils font pas ça pour faire plaisir au coach, ils font pas ça parce que le coach les regarde, ils font pas ça parce que pour X ou Y raison. Et je pense que le plus important, c'est ça, c'est que la motivation, elle vienne d'eux. Alors nous, on est là en tant que coach pour guider, pour accompagner. On recadre, on encourage, on aide, et ça, c'est le plus important. Et je pense que c'est important pour les jeunes aussi, quand on est entraîneur jeune, de leur apprendre à être autonome. Si je t'ai demandé de faire un petit peu de proprio 10 minutes avant dans le coin du terrain, si tu le fais, c'est très bien. Si tu le fais pas, je vais te le dire peut-être une fois, deux fois, pourquoi tu le fais pas. Mais je vais pas t'imposer de le faire. Il faut vraiment, et je pense que ça vienne de. Alors, je vais vite là parce que normalement je détaille chaque. Mais là, on est un peu à la bourre. Mais pour ça, je pense qu'il faut clairement expliciter les objectifs. Parce que souvent, ouais, je veux être pro. C'est quoi, je veux être pro? Ou je veux ci, ou je veux ça. Non. Dans combien d'années je veux jouer à tel niveau? À court terme, à moyen terme. Qu'est-ce que je fais pour y arriver? Il va falloir que tu fasses ça, 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 ça. Au quotidien, ça se traduit comment? Ça se traduit au quotidien, tu as 30 minutes de ça, tu as ci, tu as ça. Et ça, c'est important. Et le gars, après, il a son programme de muscu, il a sa routine et il gère son temps comme il veut. Alors, bien évidemment que c'est pénalisant. Si le joueur ne le fait pas, ça ne sera pas la meilleure version de lui-même. Le jour où c'est pénalisant pour l'équipe, là, le coach intervient. Mais si en fin de saison, il n'a pas atteint ses objectifs, le premier pénalisé, c'est lui. Et moi, c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Je ne suis pas un flic, je ne vais pas être derrière vous. Par contre, si vous avez besoin de moi, je vous aide, je serai toujours là. Vous travaillez pour vous. Je pense que pour les jeunes, c'est aussi ça de leur faire comprendre ça tout de suite, que tout ce qu'ils font, ils le font pour eux. Et que nous, en tant que coach, même je suis un coach U13, U15, je suis là pour vous aider, vous accompagner. Je vais vous laisser, j'ai mis le cadre, je construis les entraînements. Je peux te dire que tu peux faire ça en plus, ça en plus. Je vais vous donner des conseils et prenez quoi. Ouais, surtout qu'on est dans une génération de plaisir immédiat où on veut beaucoup de choses rapidement et faut relier un petit peu la performance au travail qui est amené pour aller à la performance. En fait, c'est ça, qu'ils prennent conscience de ça, notamment chez les jeunes, je suppose. Ouais, les jeunes ou moi, je pas ce problème, mais je suis confronté à ça tous les jours. Ah, je veux ça. Ah, je vais faire ça, je vais y arriver. Et puis il faut se lever après, puis il faut se lever tous les jours, et puis il faut le faire tous les jours, et c'est fatigant. Donc voilà, quand je parlais de cadre, et ça c'est le rôle de l'entraîneur. Donc nous, l'entraîneur, c'est pas que gratter notre papier, préparer la séance. Là, je vais faire du 2 contre 2, du 3 contre 1, du surnombre. Je pense que le plus important quand on prépare sa saison et ses séances, c'est ça, c'est de penser global. Qu'est-ce que je vais faire pour que mes U13 ou mon équipe pro, chaque joueur soit le plus performant possible et que je crée quelque chose de un environnement de travail propice à l'apprentissage, au développement et à la performance. Alors, derrière, j'ai mis l'extra basket pour optimiser la perf. Donc là, on sort carrément du terrain. Là, il n'y a plus l'entraîneur. C'est ce que le joueur peut faire. Alors, bien évidemment que nous, l'entraîneur, on guide, on sensibilise. Pour les jeunes, on les sensibilise parce qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Et même pour les jeunes joueurs pro. Mais après, c'est vraiment, la démarche vient d'eux-mêmes. Donc, tout ce qui est hors terrain et ce qui est pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un très bon joueur et un bon joueur ou un très très bon et un très.
c'est tout ce qui se fait hors terrain. Et je commencerai par là, c'est que c'est des sacrifices. Donc c'est du temps. C'est des sacrifices. Et bah, je mange pas tout le temps ce que je veux. Je vais peut-être pas aller en soirée boire un coup. Il faut que je me couche tôt. Le week-end, c'est clairement des sacrifices. C'est de la discipline, une discipline de vie. Bah, on a défini avec le coach mes axes de travail. C'est mon explosivité. J'ai mon programme d'explosivité. Je dois le faire tous les matins avant les entraînements. Alors, le premier matin, je vais me lever à 7 heures, je vais le faire. Le deuxième à 7h30. Est-ce que je suis capable d'être discipliné sur du long terme? C'est du travail en plus, parce que c'est plein de petites choses. On a fini l'entraînement. Ben, moi, je suis arrivé une demi-heure avant pour faire ça. Je reste une demi-heure après pour stretcher. Je suis en train de mettre ma glace. Je vais chez le kiné. Ce soir, je me couche tôt. Je me relève tôt demain. Et le plus important, je pense que c'est les efforts continus. Souvent, nous, et je me mets dedans, enfin, on va dire, ah, il faut, alors je vais bosser, puis je vais relâcher, bosser, relâcher. Non, c'est un petit peu tous les jours, être discipliné, je fais mes sacrifices, je sais pourquoi, à moyen terme. Et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, pour qu'ils comprennent que c'est pour eux, qu'ils soient autonomes et que la motivation, elle vienne d'eux. Parce que ça, si ça vient pas d'eux, ils le feront jamais. Et nous, on doit sensibiliser les jeunes à l'importance de tout ça, ou les professionnels à l'importance de tout ça. Bah moi, Robert Turner, meilleur marqueur, 2 fois meilleur marqueur de N1, il vient d'une grosse fac. Ben, il a fallu rabâcher. Rob, c'est une machine de guerre. Son corps, c'est une boule de muscle, tout ça. Et bah, il savait pas, il prenait pas de temps pour se mettre de la glace, pour se stretcher, tout ça. Je lui ai fortement conseillé et on a travaillé là-dessus. Et moi, ma victoire avec lui, pour lui, c'est plus facile de mettre 20 points par match que de se foutre des glaçons sur les genoux après les entraînements, quoi. Et ma petite victoire avec lui, bah, c'est que en fin de ma deuxième année, là, avec lui, bah, il prenait le temps de glacer et d'aller chez le kiné. Et là, on parle d'un joueur pro bah, qui a joué en Leb Gold en Espagne, qui a joué, qui sort de Texas Tech. Mais il a fallu rabâcher. Ouais, donc là, le rôle du coach, c'est de présenter le cadre et puis après de remettre les gens dans le cadre régulièrement, tu penses? Bon, tout ça, c'est aussi lié à l'autodétermination du joueur, mais le coach, il peut travailler sur cette autodétermination-là. Tu vois, ça fait deux questions, mais Bah, clairement, travailler, les sensibiliser, leur montrer l'importance de tout ça. Rob, j'ai sauté sur l'occasion, par exemple, avec Turner. Voilà, on enchaînait beaucoup de matchs, commence à avoir des petites douleurs au genou. Bah, puis avant d'attendre la douleur, hop, fais ça. Tu glaces, tu fais ce petit protocole avant. Essayer de servir du concret et du réel pour montrer les bienfaits de tout ça, quoi. Et nous, on accompagne, on guide, mais encore une fois, on peut pas forcer. Enfin, on peut forcer une fois, mais il faut que ça vienne, qu'ils comprennent vraiment que c'est pour lui. Et la base de tout ça, ce que j'essaie de leur faire comprendre aux joueurs, c'est que ton corps, c'est ton outil de travail. Si tu es blessé, on parlait de performance, ta performance, elle est là. Tu joues même pas, il n'y a plus de performance. Donc, ton corps, c'est ton outil de travail, c'est la chose dont tu dois prendre le plus soin. Et donc, on parle de glace, tout ça, mais le plus dur, les sensibiliser c'est le plus dur et mon plus gros axe, c'est la nutrition. Ce qu'ils mangent. Parce que ce que tu mets là, ça va déterminer si tu es performant ou pas performant physiquement, si tu es en forme ou pas en forme et beaucoup de choses. Donc, hors terrain, il y a le préventif, j'essaie de le placer un petit peu, mais le préventif, le médical, le mental, le prépa physique, muscu, hygiène de vie. Et ça, clairement, c'est des efforts continus et des sacrifices toute l'année. Alors, la prévention, bah déjà, des choses bêtes, mais avoir des bonnes chaussures. Des bonnes chaussures, les changer régulièrement. Alors, parce que même sur des jeunes, quand tu commences à t'entraîner 3 fois dans la semaine, 4 fois dans la semaine, bah, tu répètes un paquet de pas, un paquet de sauts, c'est très sollicitant. Et les chaussures, bah, c'est très important. Alors, chez les pros, encore plus. Bon, ils sont de plus en plus sensibles à ça. Déjà, la mode, faut changer assez souvent. Donc, mais je me rends compte, sur certains joueurs, et notamment les jeunes, des fois, les pompes, les semelles sont usées, les pieds sont comme ça. Bah, si le gamin il s'entraîne 6 heures par jour
6 heures par semaine avec des semelles usées, on va peut-être créer quelque chose au niveau du genou. Donc, il faut toujours penser prévenir. Le corps, outil de travail, prévenir. Et que ça soit, là, c'est transférable à un joueur pro ou un jeune. Un jeune, un U13, si son objectif de progression, c'est d'être là et d'être là à la fin de l'année, mais qu'il a passé la moitié de l'année blessé et qu'il est là, c'est peut-être pas à cause de. C'est pas parce qu'il s'est pas bien entraîné là et que les séances n'étaient pas bien faites, c'est qu'il n'a pas pu s'entraîner ou mal s'entraîner parce qu'il n'était pas bien physiquement. Je pense au stretch. Alors le stretch, il y a des pour, les contre, il y a des avis qui divergent, donc on va pas débattre de ça aujourd'hui, mais je pense que globalement c'est important peut-être. Alors peut-être pas avant, après, il y a les pros, les anti, mais ouais, c'est tiré de prendre soin de ses muscles à froid chez soi. Mais c'est pareil, je rentre au lieu de me mettre dans le canapé et de regarder la télé ou de jouer à la console, et je prends une demi-heure pour moi, je stretch mes ischios parce qu'on est souvent raide des ischios. Enfin, voilà. Donc la prévention, il y a aussi la routine, les routines quotidiennes. Tout à l'heure, je parlais de proprio et c'est pour ça que c'est transférable aux jeunes ou aux pros. C'est que moi, j'ai un paquet de pros, ils viennent, ils ont leur bande élastique, ils ont 10-15 minutes avant l'entraînement, ils savent ce qu'ils font, ils ont leur proprio, ils mobilisent les articulations, les épaules, ils ont leur truc. Soit on le met en place ensemble, soit c'est des pros qui ont déjà leur préparateur ou qui connaissent leur corps. Et je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes pour ça. Ça ne coûte rien, un petit WAF, un petit élastique et 10 minutes avant. Tu as des problèmes d'adducteurs, on va mobiliser les adducteurs avec les élastiques, ouais, une petite routine tous les jours, proprio. Ah, j'ai souvent des problèmes de cheville, un petit peu de proprio sur le WAF avant tous les entraînements. Et c'est ce qui est important de voir, c'est que quand je mettais effort continu, c'est que si tu fais 10 minutes de proprio le lundi, 10 minutes le mercredi et 10 minutes le vendredi, ça te paraît peut-être anodin. Mais à la fin de la saison, ça fait 30 minutes fois 20 semaines, tu as fait un paquet de proprio et tu as travaillé quelque chose par petite dose. Ça, c'est, je pense, important. Moi, les routines, voilà, moi, j'ai bossé 2 ans là avec Guy-Marc Michel de Mètre 13. Il a joué en Grèce, enfin, un vrai professionnel. Et Guy-Marc, il gère son corps tous les jours. Il a ses petits trucs avant l'entraînement. Il est tout le temps là avant. Il a ses élastiques, ses bandes. Et je pense que sensibiliser les jeunes un peu à tout ça, c'est C'est important quand on parlait. individualisé aussi, quoi. Comment? C'est individualisé aussi Ah oui, les routines en fonction des besoins ou des faiblesses des joueurs. exactement. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est le management participatif, l'individualisation, ça te demande un boulot supplémentaire. Mais clairement, il faut que ça soit individualisé, que ça soit spécifique à chacun pour que ça corresponde. Sinon, ils vont vite se rendre compte qu'il n'y a aucun sens. Si le gars de 19 ans à 80 kilos fait la même chose que celui à 30 à 130 kilos, ils vont vite voir que c'est pas possible. Après, le renforcement des faiblesses. Je sais que j'ai des problèmes aux ischios, aux adducteurs. Je fais attention à ça tous les jours. Moi, je vois Dwayne Morgan, il avait une pubalgie la première année, on lui a donné un protocole. Tous les jours, il faisait son protocole. Le chirurgien lui a donné un protocole. Boum, il gérait son truc. Moi, j'ai des faiblesses peut-être aux adducteurs. Je mets les petites bandes, là, les petites bandes autour des chevilles et tous les matins, je fais mes 10 minutes où je chauffe. Ça, c'est important. Et puis après, là, c'est ce que j'ai mis, glace, bain froid, cryo. Nous, on a une machine à glace, donc ils peuvent en mettre régulièrement, mais la machine à glace, ouais, elle sert de plus en plus, mais c'est pas instinctif. Donc, la machine à glace, on a un bain, on fait de la cryo, mais même la cryo, faut pousser un peu pour y aller. Ah, j'ai rien. Justement, vaut mieux faire avant d'avoir mal et on fait du préventif. Donc là, pour les jeunes, c'est transférable aussi. Jeunes qui pleine croissance, je commence à avoir mal aux genoux, j'ai les tendons qui sifflent. Tous les parents ont un congélateur, on met un peu de glaçon au frais et on prend un petit peu de temps pour le faire quand on rentre, quoi. Donc voilà, je regarde juste l'heure, il faut que j'accélère peut-être, non? Oui, c'est pas mal, mais J'accélère. Après, il y a le médical. Je pense que c'est important d'écouter son corps et moi, c'est ce que je leur dis, les gars. Douleur, signal, c'est le corps qui parle. On le dit. On le dit, après on avise, on voit. Mais jeune ou pas jeune, pro encore plus, mais ça, c'est très important. Il n'y a rien d'anodin.
ah, j'ai mal, hop, tout de suite, on arrête. La récupération aussi. Et quand je mets récupération, je ne l'ai pas mis dans prévention. C'est là, on va chez le kiné, les massages, il y a les bottes Game Ready qui souffrent du chaud, du froid. Donc là, c'est vraiment pour les pros. Mais ça, c'est très important. Ça fait partie du boulot. Moi, ce que je leur dis, là, quand tu es sur la table de massage, la 30 minutes que tu passes, tu es au travail. Ta voiture, elle est au garage. Et enfin, ton outil de travail, il travaille. Pour toi, tu as l'impression de te reposer, mais là, il travaille. Ça, c'est important, d'écouter son corps. Après, Après, à un niveau moindre, ce qui peut aussi être fait, c'est des partenariats entre le club et puis un kiné ou un médecin pour avoir des rendez-vous un peu plus rapidement, parce qu'on sait que des fois c'est un peu toujours compliqué dans les plus petits niveaux, mais je pense qu'il y a toujours des kinés qui sont à l'écoute un petit peu dès que la pratique elle commence à s'accélérer en termes de volume horaire, ça peut être intéressant. Donc, je pense que dans chaque ville ou village, il peut y avoir un kiné ou un médecin qui peut prendre les gamins assez rapidement sans passer par la case rendez-vous dans 2 semaines, quoi. Voilà. Exactement. Après, dès qu'il y a un bobo, ce qui est important, c'est le diagnostic. Tu as parlé de médecin, d'aller voir le médecin. Donc, nous, on a le médecin au club. Mais pour les jeunes, j'ai mal à une cheville, j'ai mal au genou. J'attends pas 3 mois. Au départ, j'avais une petite tendinite qui aurait été soignée en une semaine. Bah là, ça va prendre du temps. Ou on sait qu'il y a souvent des problèmes avec la croissance, os good, tout ça. C'est important. Diagnostic, examen, point. Parce que, encore une fois, le blessure, gêne, performance altérée. Là, on est dans la perte, il n'y a plus de perte. Donc, j'ai mal quelque part. Alors après, je pense qu'en tant que coach sur les jeunes, il faut aussi prendre la balance de tout ça. C'est celui qui a toujours mal quelque part, celui qui a jamais mal. Voilà. Et surveiller un petit peu. Moi, je fais pareil avec les pros. Par exemple, prenez l'exemple de Turner. C'est un gars, il dit jamais rien. Donc, il faut aller à la pêche aux infos. Ça va aujourd'hui? Enfin, je te vois, pas de bobo. On a enchaîné 3 matchs en 4 jours. Ça va. Ah, je sens, bon, peut-être que tu devrais faire ça. Ça, c'est important que les joueurs comprennent que douleur, signal d'alerte, en référer au coach et après, on fait les choses qu'il faut. Après, je parle de remédiation, ceux qui ont bien besoin de semelles, de chevillères, de manchons, pour de la prévention. Enfin, moi, il y a des joueurs, mes intérieurs, là, je leur conseille fortement de mettre des chevillères. Ils se tordent la cheville tous les 3 jours, ben, faites du préventif, quoi. C'est plus facile de mettre une chevillère que de soigner une entorse tous les mois, quoi. Donc ça, c'est important aussi. Hop. Après, l'aspect mental. Et l'aspect mental, je commencerai par le côté préparateur mental. Je l'ai mis en 4e, mais c'est le plus important. Pour les pros, c'est tabou. Mais il y a de plus en plus de joueurs pros, en JP Elite, en LNB, en NM1, qui ont un préparateur mental. Et ça, pour moi, il y a la prépa physique, il y a la prépa, on fait du tactique, du technique, le prépa mental, maintenant, on va faire la différence et fait la différence dans les clubs de très, très haut niveau. Là, si on parle d'Euroleague ou de NBA, c'est pas du tout tabou aux États-Unis. Ici, en France, tu fais ça, t'es faible. Alors que c'est pas du tout ça. Comme mon préparateur physique, comme mon nutritionniste, je me donne une corde de plus à mon arc parce qu'on sait que c'est ça qui contrôle tout. Alors, je pense que, voilà, ce qui est important sur quoi sensibiliser, c'est la gestion des émotions entre un bon joueur et un très bon joueur. Donc là, on parle des pros. C'est la gestion des émotions, la frustration, la colère, la démotivation, la joie, que tout ça soit mesuré sur le match. On ne peut pas perdre de l'énergie, du temps, de la concentration à s'éparpiller. Et on voit que les joueurs les plus qui arrivent au plus haut niveau de la gestion, ils sont assez même très stables émotionnellement. Donc, commencer à sensibiliser les jeunes là-dessus, la gestion des émotions. J'ai raté quelque chose, c'est pas la fin du monde, mais ça vient aussi de l'entraîneur. Sur les jeunes, j'en parle aussi là, le rapport à la défaite et à l'erreur. Déstigmatiser l'erreur, l'échec. Je pense que tout est en lien un petit peu là, sur les jeunes. Après, il y a la gestion du stress. On a tous connu des gros joueurs d'entraînement, et puis qui arrivent en match, c'est compliqué. Ou le stress avant ou pendant la compète.
Donc, arriver à gérer ce stress pour que ça soit un bon niveau de stress qui est l'adrénaline, qui nous pousse, mais pas qu'on bascule de l'autre côté où bah, on n'est plus performant et ça nous paralyse, quoi. Et l'aspect mental, on sait que, surtout dans notre sport, un sport d'adresse, c'est capital. Le rapport à la défaite, dédramatiser, bah, nous les coachs pros, peut-être dédramatiser la défaite, même si c'est compliqué parce que nous on vit au quotidien, c'est le résultat, la pression du résultat. Donc là, je pense aussi aux jeunes, le rapport à la défaite et à l'erreur. On veut faire des jeunes qui soient très compétitifs. Vous êtes des compétiteurs, vous voulez jouer et gagner, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on a perdu. On va essayer d'y trouver du positif. Pourquoi on a perdu? Hop, pour telle et telle raison. Ben, on va travailler. Du coup, ça. Vous voyez, on a perdu, mais du coup, on trouve du positif et on va progresser pour gagner. Le rapport à l'échec aussi, à l'erreur. Je trouve que bah, déjà à l'école, chez nous, on a peur de la note, on a peur d'être jugé, on a peur d'être… Et quand je parlais de cadre tout à l'heure, de bienveillance pour l'apprentissage, que le coach doit mettre en place, bah, le rapport à l'erreur, il est central là-dedans. C'est que si chaque gamin regarde le coach ou a peur de la réaction du coach parce qu'il se trompe, parce qu'il fait une mauvaise passe, parce que bah, ça devient problématique. Je pense que c'est important aussi de travailler là-dessus, nous, en tant que coach, et de… Bah, voilà, l'erreur, bah, elle va nous servir à progresser. Pourquoi tu fais cette erreur? Enfin, voilà, je passe un peu vite, mais donc à la base, pour les pros, préparateur mental pour gérer bah, souvent la gestion, enfin, tous ces problèmes de gestion d'émotions, gestion du stress, rapport à la défaite. Mais je pense que petit, nous, sur les entraîneurs jeunes, on peut déjà les sensibiliser à ça et dédramatiser beaucoup de choses. Alors, moi, je vous passe une information en primeur. La saison prochaine, l'IRFBB Bretagne vous proposera en fait une formation avec un préparateur mental. Il y aura une formation en fin d'année qui aura lieu vraisemblablement autour de Rennes avec quelqu'un qui accompagne des équipes professionnelles là-dessus pour donner des clés un petit peu justement aux entraîneurs sur les aspects de la préparation mentale. Bah, ça, c'est top, ça. Alors, je finis motivation dans le temps et persévérance. J'ai mis le mental. C'est la clé de tout. On parlait tout à l'heure de petits efforts tous les jours, de motivation intrinsèque. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais d'autodétermination. Bah, c'est exactement ça. C'est que mentalement, ce qui va faire la diff, c'est celui qui est persévérant dans le temps et qui lâchera jamais et qui fera. C'est dur, je suis fatigué, il fait froid, j'ai pas envie d'aller courir dehors, j'ai pas envie de mettre de scie, et qui fera tout. Et là, c'est vraiment le mental qui fait la différence. Hop. Alors après, il y a tout ce qui est prépa physique et musculation, travail d'aérobie, intermittent, de vitesse, tout ça, ils le font en général l'été tout seul. Ils ont un programme. Moi, mes joueurs, ils ont un programme. On en fait un peu après sur la piste tous ensemble. Mais ce que je leur explique, c'est que la saison, là, nous, ils ont eu leur programme. Il a commencé lundi dernier, je crois, le 21. La saison, elle a déjà commencé. Ils capitalisent là-dessus et c'est la base de notre saison. Donc, on parle de confiance, tout ça. Moi, le cadre de confiance, c'est que je ne suis pas derrière eux. Je leur envoie le programme. Si tu as recruté des bons gars, des professionnels, si c'est conforme à mes attentes, à mon recrutement, tout ce que j'ai fait en amont, normalement, ils vont arriver au mois d'août en forme parce qu'ils auront suivi le programme et parce qu'ils ont compris que c'était important et pas parce qu'il y a un test et que le coach il va les sanctionner, quoi. Et là, pour les jeunes, bah, arriver à leur faire comprendre que ouais, c'est pas marrant. Et tout à l'heure, je parlais de sacrifice et de discipline. Bah, c'est quand tu as 15 ans, 17 ou 18 piges, que tes potes ils vont boire une bière ou qui traînent tard le soir et que toi, le lendemain, bah, tu vas te coucher parce que tu as un intermittent de 20 ou 25 minutes et que faut que tu sois en forme. Voilà, donc l'aspect mental, l'aspect discipline, sacrifice, tout ça. Mais la prépa physique, la musculation, renforcement musculaire, programme de développement d'une qualité, entretien de masse musculaire, enfin devenir plus fort pour être meilleur. Bah, là, on peut en parler beaucoup, mais c'est tout ce qui se fait à côté. Les gars, ils vont en salle de muscu, ils font leur travail ou ils le font pas, ils font leur prépa ou ils le font pas. Et comprendre que moi, si je fais de la musculation, c'est pour c'est pour gagner en performance. Je vais résister aux impacts, je vais être plus fort, je vais courir plus vite, je vais être plus explosif.
Donc, c'est pour moi que je le fais. On a travaillé. Mes objectifs individuels, c'est d'être là. Donc, il faut que je travaille en musculation. Mais y aller tous les jours, des fois, la musculation, ça fait pas rêver. Et je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes à ça. Alors, pas forcément à la muscu, mais déjà à commencer le gainage. 10 minutes de gainage le lundi, 10 minutes le mercredi, 10 minutes à la fin de l'année, ça fait beaucoup de gainage. Et je pense que le gainage, pour le postural, pour le shoot, pour pas mal de choses, c'est bénéfique. La musculation, elle entraîne moins de fatigue, moins de blessures. On est un meilleur athlète. Et déjà de sensibiliser les jeunes à ça. Et du coup, ton travail de coach à toi, c'est de préparer déjà des choses en amont ou de faire préparer si on n'a pas de compétences dedans, peut-être, j'en sais rien, sur la prépa physique, faire appel à des spécialistes. Et puis, c'est de convaincre les gens de l'utilité d'utiliser ce que vous avez préparé après, quoi. Exactement. Et le troisième temps, c'est relié peut-être, je sais pas, peut-être que c'est archaïque hein, comme fonctionnement, mais est-ce que les temps de jeu de début de saison dépendent de l'état physique des joueurs? C'est la grande question, hein, souvent. Ouais, sur les matchs amicaux, forcément. Moi, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que ce que ça va impacter leurs futurs entraînements. C'est que si tu n'es pas en forme physique et que tu arrives et que tu fais 2 entraînements par jour, tu as 50% de chances de plus de te blesser. Donc, au lieu de t'entraîner, parce que si vous faites le programme correct, les gars, on va tout de suite jouer et être sur le terrain. Mais si toi, tu ne l'as pas fait cet été, tu n'es pas en forme, forcément, il va falloir que tu reviennes au niveau, sinon tu vas te blesser. Donc, peut-être qu'au lieu de jouer, donc là, on ne parle pas de temps de jeu sur le terrain, sur le match, mais au lieu de faire les premiers entraînements en 5-5, toi, tu seras peut-être à côté à faire du fractionné ou sur la piste. Mais là, lui faire comprendre que ce n'est pas vraiment une sanction, c'est juste la réalité des choses. Si tu fais 2 entraînements par jour pendant une semaine, tu vas péter parce que ton niveau VMA, parce que physiquement, tu n'es pas prêt. Donc la sanction, tu te l'es mise tout seul. Mais ouais, alors après, si ça dure dans le temps, ouais, peut-être sanctionner sur le terrain, mais je pense, j'ose espérer que les joueurs ils comprennent ça avant. Non, c'est une grande lutte chez les plus jeunes, hein, je pense, pour les activer un petit peu, notamment pendant les périodes off d'été. C'est compliqué. C'est pas toujours évident, quoi. Après, ouais, après, tu peux avoir la carotte temps de jeu. Mais le problème, c'est que ça va être ça tout le temps, toute l'année. Si lui, il Ouais. prend pas la mesure du truc, s'il le fait pas pour lui, il le fera pas l'année d'après pour lui non plus. Et le rôle de coach, j'ai envie de dire, c'est le coach, il va pas passer ses mois d'août à appeler ses gars, t'en es où, tu fais. Après, je pense que, notamment au niveau des jeunes, ça fera la sélection naturelle entre ceux qui ont une chance d'aller à un très haut niveau ou à un bon niveau et puis ceux qui feront ça toujours pour s'amuser. Je pense que celui qui fait ça toujours pour s'amuser, faut peut-être pas l'emmerder avec ça. Et l'été, il a pas envie et du coup, il fera pas. Et puis peut-être lui alléger quand il revient, alors il n'y a pas 2 entraînements par jour parce que c'est pas des pros, mais peut-être faire attention à lui parce que on sait qu'il n'est pas en forme, qu'il l'a pas fait, on lui tire pas dessus quoi. Et ça, je pense que c'est important que ça devienne une habitude de vie pour les joueurs. Tant que je suis basketteur pro, j'ai mes routines. J'ai mes routines avant l'entraînement, après l'entraînement, j'ai ma muscu, j'ai mes séances de muscu. Et tout mon emploi du temps est cadré autour de tout ça. Et on se rend compte que quand il y a les entraînements collectifs, les séances vidéo, les séances de muscu, les routines d'avant, le stretch, la glace, le kiné, au final, on a des journées bien remplies, mais qu'on le fait toujours pour soi et pour ses objectifs. Et pour moi, le plus important, c'est ça. Et là, on peut faire directement le parallèle avec les jeunes aussi. C'est essentiel pour la performance et pour la vie quotidienne et pour la vie en général. Sensibiliser déjà les jeunes très tôt sur bien. Alors, il y a le sommeil, l'hydratation, mais j'ai envie de dire bien manger. Alors, oui, des fois, on peut des cheat meals mais je pense que ça, c'est le plus important. Et pour les joueurs pros, j'essaie de leur faire comprendre ça. Et là-dessus, alors c'est toujours pareil. Je mange pas avec eux. On n'est pas à Clairefontaine avec l'équipe de France où tous les repas sont cadrés et tout ça. Donc, on peut que les conseiller, que les sensibiliser et que leur donner un petit programme.
Après, moi, je ne fais pas les courses avec eux. Quand tu es entraîneur U17, on peut sensibiliser les jeunes, mais on ne fait pas les courses avec les parents. Donc, c'est compliqué. Mais le plus important pour moi, et qui a un grosse part de responsabilité dans les performances, c'est l'hygiène de vie. Le sommeil, c'est très important pour la récupération des muscles, pour la récupération du cerveau, pour la fatigue, pour beaucoup de choses. Oui. Comment? Pour l'hydratation au quotidien, l'hydratation à l'entraînement, de boire assez régulièrement, de sensibiliser les jeunes ou même les moins jeunes. Moi, j'en vois j'ai des gars qui arrivent à l'entraînement avec une bouteille de jus de fruits. Non, boire, c'est boire de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Alors, on peut se faire plaisir de temps en temps, on peut boire, mais s'hydrater, c'est avec de l'eau, c'est pas avec du coca, c'est pas avec un sirop dedans. Et le plus important, la nutrition. Les sensibiliser à ça et sur la qualité des repas, la fréquence des repas, attention au sucre caché, les produits transformés, les jus de fruits, les céréales, la confiture, attention au gras. Voilà, et s'orienter plus vers des légumes, des fruits secs, des fruits à coque, des viandes blanches, des œufs, des légumineuses, des pâtes, du riz. Et ça conditionne de bons entraînements. Le gars qui se lève, qui prend un bol de céréales, miel pops ou choco pops, c'est que du sucre, il n'y a rien de nutritif. Un jus d'orange, il aura faim, il aura une fringale au milieu de l'entraînement. Celui qui s'est levé un peu avant, qui a mangé des fruits secs, peut-être un petit déjeuner salé ou si c'est sucré, bah, c'est banane, fruits secs, fromage blanc et un muesli, enfin des flocons d'avoine nature. Ça sera totalement différent, mais pareil, c'est encore des sacrifices sur pas mal de choses. Mais là, c'est mon vrai cheval de bataille, moi, par exemple. Flo, si tu veux brancher ta caméra, ton micro pour questionner ou faire remonter le commentaire que tu as mis dans le chat, s'il te plaît. Ouais, bonjour à tous. Salut Julien. Ouais, je m'étais, y a-t-il pas un intérêt à associer en fait les parents aux besoins du projet de leur enfant comme sportif, afin que justement les valeurs, les habitudes, elles soient relayées justement aussi à la maison, parce que très souvent les parents sont pas tous issus justement du milieu sportif et n'ont pas forcément les bonnes habitudes à la maison, et c'est aussi des habitudes que la famille doit prendre ou accepter, sur le fait d'arriver justement 15 minutes avant plutôt que de déposer l'enfant pile à l'heure. Enfin, il y a, voilà, je pense aussi un gros travail, nous éducateurs, à faire sur cet aspect-là, et éduquer aussi les parents pour avoir une cohérence dans le discours derrière, quoi. Voilà, c'était juste, je sais pas ce que tu en penses, Julien. Mais... Ah bah, je suis 100% d'accord avec toi. C'est clair que je pense qu'en début de saison, il faut sensibiliser les jeunes et peut-être avec les parents. Parce que si le gamin il a envie de faire sa proprio 10 minutes avant, mais que les parents ils ne voient pas l'intérêt, ou ils le posent 30 secondes avant l'entraînement en ouvrant la porte, en le poussant, et bah, le gamin il dépend des parents. Et je te rejoins là-dessus, mais je te rejoins aussi sur. On peut les sensibiliser à tout. Si les parents sont pas ouverts à ça, enfin, le gamin, on peut le sensibiliser à la nutrition, mais c'est pas lui à 15 ans, c'est pas lui qui fait les courses, hein. Si le matin on lui propose de la confiture, un cake transforme, enfin un savane et un machin, bah, il n'y a pas le choix. C'est pour ça que je te suis à 100%. Mais bon, là, c'est un chantier. Faut sensibiliser les parents, essayer de les. C'est pour ça que je parle aussi que c'est pour la vie quotidienne, et le début de mon speech allait dans le sens où bah, c'est un petit peu l'école de la vie, et sensibiliser à. Nous, on est des éducateurs, et qu'ils aient une qualité de vie meilleure, alors sans prétention aucune, mais bien évidemment que sur les jeunes, il faudrait que les parents ils nous suivent, quoi. Ça, c'est pas gagné. Non, mais bon, on peut déjà, dans les réunions de préparation, c'est important de faire des réunions de préparation et avec les enfants pour expliquer les attendus, et puis associer les parents là-dessus. Après, avoir un devoir d'information. Après, les parents et les enfants feront bien ce qu'ils veulent aussi. Exactement. Mais oui, Flo, moi je suis surtout sur les jeunes, les parents ils font partie intégrante du projet, quoi. Donc voilà, moi sur les professionnels, l'hygiène de vie, la nutrition, et là-dessus,
Alors, c'est un domaine qui me plaît, je suis à fond là-dedans, donc je leur donne des billes, je les sensibilise à tout ça, je fais attention à leur poids. Et là-dessus, c'est facile de montrer l'intérêt du truc. C'est que bah, si tu es en surpoids, si tu manges bien, tu perds un peu, tu te sens mieux. Essaye ça. C'est facile de lui dire, bah, tiens, tu as 10 jours. Tu me crois ou tu me crois pas. Tu manges ce que je te dis et puis tu me parles de ton ressenti sur le terrain, de comment tu es. C'est vite quantifiable. Par exemple, la musculation, celui qui commence la muscu et qui le fait pour avoir des gros bras et tout ça, bah, il va vite se démotiver parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Alors que sur la nutrition, les effets ils sont visibles assez rapidement. Voilà. Et je termine là-dessus. Je pense, bon, ce sont les détails qui font les différences. Et le joueur pro qui va arriver là et celui qui s'arrête là, bah, je pense que c'est tout ça. Et on parle souvent on voit l'iceberg, bah, je voulais pas le mettre, c'est l'iceberg, on voit que le succès ou la réussite ou le gars qui est bon, et puis on voit pas tout ce qu'il y a dessous. Bah là, c'est clairement ça, quoi. Les sacrifices, le travail, tout ce qui est pénible, la musculation, les échecs, le rapport à l'échec, se relever, j'ai échoué, je reste motivé, je continue, j'ai pas atteint mes objectifs, pourquoi, je m'en refixe d'autres. Bah, tout ce qui se voit pas, c'est ça qui va faire la différence. Bon, là, j'ai mis des détails. Au final, c'est pas des détails parce que le temps, quand on voit ça et le temps qu'on passe sur le terrain, ben, on se rend compte que ça, c'est qu'une petite partie de ce qui peut faire de nous la meilleure version de nous-mêmes en tant que joueurs. Et que nous, le coach, on a beaucoup aussi, en plus que de préparer une séance tactique, à transmettre ouais, à accompagner. Voilà. On a, Là, je mets celle-ci, là, j'ai mis pour. Ouais, l'exemple, souvent on dit, ouais, il est bon, il est fort, c'est facile pour lui. Bah non, derrière, il y a ça. S'il fait ça, il y a ça. Et ça, c'est important. Donc, je pense que je terminerai là-dessus. À nous d'aider, d'accompagner, de guider, mais je pense qu'on ne peut pas forcer. Il faut arriver à convaincre, à montrer l'intérêt des choses et avoir une vision plus élargie, donc déjà individualisée et tout ça. Mais le plus important, c'est, s'il faut retenir une chose, c'est des efforts continus sur du long terme. Et voilà, s'y tenir, une discipline de vie. ok, Voilà, Julien. j'ai essayé de On speeder. a 2-3 minutes là. On a Samuel qui a plusieurs questions. Samuel, si tu veux brancher ta caméra et ton Bonjour. micro. Oui, bonjour. Tu m'entends? Oui. Oui, on t'entend. Ouais, super. J'avais deux questions au moins, effectivement. La première, c'est par rapport à deux choses que tu as dit en début et en fin de séance, c'était la meilleure version de soi-même. Et ça renvoie, je trouve, à des termes de développement personnel, en fait, de coach en développement personnel. Et un peu plus aussi, tu as cité ça au tout début de la séance. Je me demandais si toi, tu étais accompagné par un coach, parce que tu coaches dans la vie de tous les jours, mais si toi aussi, tu te mettais dans une démarche où tu étais accompagné par quelqu'un pour avoir la meilleure version de toi-même, en fait. C'était ma première question. Oui. Oui, là, je viens de terminer j'allais dire une psychanalyse. Non, c'est pas ça. Oui, je suis accompagné. J'ai été accompagné. Là, on vient de couper cet été. Mais bien évidemment, je pense que bah, la première personne, pour manager, il faut bien se connaître. Moi, je suis encore jeune. J'ai beaucoup à apprendre. Donc, un de mes premiers axes de travail, je connais mes défauts, mes qualités, ma gestion des émotions qui est parfois compliquée. Donc, oui, je travaille avec un coach mental, si on peut dire ça comme ça. Ouais. D'accord. Et la deuxième chose, en fait, c'était par rapport aux entraînements de façon générale. C'est plus une réflexion, en fait, sur le temps on accorde dans l'entraînement aux échanges interindividuels. C'est-à-dire, par exemple, quand on a un match, le fait de… Moi, j'étais toujours très impressionné quand je voyais les matchs professionnels, de voir les joueuses, notamment, surtout dans les équipes nationales, se regrouper entre elles. Et je me demandais toujours, mais qu'est-ce qu'elles se disent à ce moment-là, en fait? Et je me demande si dans l'entraînement, c'est des temps qu'on favorise assez dans la part de réflexion sur la stratégie, en fait, où on laisse les jeunes
essayer de voir ce qui va pas, ce qui va bien en fait, et favoriser ces temps-là. Est-ce que c'est des temps que vous créez comment dire, en entraînement en fait? Ah, Je sais ça, pas si c'est c'est clair. ouais, c'est clair et c'est une très bonne question. Par exemple, nous avant ici ou partout, et ce qui est monnaie courante, là les pros, c'est on s'entraîne une fois le matin, une fois le soir. 2 fois assez courte, faut s'échauffer 2 fois, faut faire ci 2 fois, faut venir 2 fois. Et souvent avant il y a quelqu'un, après il y a quelqu'un, donc les créneaux sont timés. Avec le Covid, j'ai pu expérimenter quelque chose qui me tenait à cœur depuis un moment, c'est mettre, nous on vient plus qu'une fois maintenant, depuis cette année, qu'une fois, 4 heures à la salle, le matin. Et du coup, on perd moins de temps et on n'est pas pressé par le temps. Donc du coup, j'ai beaucoup moins de pression, je mets beaucoup moins de pression aux joueurs sur le temps parce que putain, on n'a qu'une heure et demie et ça crée et ça leur permet d'avoir beaucoup plus de temps informel et de temps off sur les 4 heures qu'on est à la salle. On n'est pas 4 heures sur le terrain à taper dedans et à être dans la concentration. Et donc, du coup, ça leur laisse beaucoup de temps pour discuter, pour ajuster des trucs. On fait un concours, on fait une mise en place. Et moi, je ne suis pas speed avec le temps. Eux ne sont pas speed avec le temps. Du coup, ça nous permet tous d'avoir plus de temps pour échanger, pour discuter, pour avoir des rapports informels. On s'est découvert différemment, les joueurs créent d'autres liens, on n'est pas tout le temps sous la contrainte du temps. Donc ça, c'est une des premières choses. Et une des deuxièmes choses, alors j'essaye de le faire, pas assez à mon avis au goût des joueurs, et on court toujours après le temps, mais par exemple sur les entraînements, des fois mon assistance met coach d'une équipe, moi coach d'une équipe, donc on les coach et ils ont des temps, on fait des fins de match, par exemple, il reste 2 minutes, machin, et ils ont droit à un temps mort. Et c'est eux qui prennent le temps mort quand ils veulent et ils se regroupent et ils font qu'est-ce que vous faites là sur la touche, qu'est-ce que vous faites pour créer, déjà pour créer cet aspect compétiteur, qui comprennent le jeu, mais aussi il y en a un qui prend le lead, qui organise, enfin tout ça, quoi. Donc j'essaye de créer des temps comme ça et notre nouvelle pratique là sur des gros blocs d'entraînement permet beaucoup plus d'échanges et de rassemblements et je trouve ça pas mal. Par exemple, on peut vous remonter aussi ce que fait le Pôle France. Nous, en tout cas, moi, on avait fait venir Arnaud Gupillotte il y a quelques années dans notre comité et il avait instauré des huddles. Donc les huddles, c'est les regroupements de joueurs, c'était fait dans le basket universitaire, et il les met sur chacun des exercices qui sont faits de manière collective. C'est-à-dire qu'à tout moment, les joueurs et les joueuses peuvent prendre un huddle pour remédier stratégiquement ou dans la motivation et favoriser ces échanges interpersonnels. Voilà, donc c'est peut-être des petites choses qu'on peut mettre en place à chacune des sessions d'entraînement au final. Voilà, on va être obligé de conclure maintenant puisqu'on arrive un petit peu au bout du temps qui nous était imparti. Écoutez, je voulais remercier très chaleureusement Julien pour la qualité de son intervention et pour sa disponibilité. Voilà, on remettra cette vidéo à disposition sur la chaîne YouTube, ainsi que le PowerPoint présenté. Et puis vous retrouverez également sur le site de l'IRFBB dans quelques jours. Puis voilà, je voulais te laisser le mot de la fin, en fait, Julien. En tout cas, encore merci. Merci à vous d'avoir participé. Et puis on se donnera rendez-vous maintenant la saison prochaine où on a déjà plein de projets en tête. Voilà, donc Julien, je te laisse le mot de la fin. Et ben déjà, merci pour l'accueil, merci pour l'écoute, merci pour l'invitation. Moi, c'est toujours un réel plaisir de partager et de discuter. On en parlait là surtout avec cette période Covid où on a vu moins de monde, c'est toujours cool. Moi, parler basket, ça me plaît. En tout cas, j'espère que voilà, ça a été à la hauteur de vos attentes, que c'est plutôt clair. Et à la prochaine, j'ai envie de dire. À la prochaine, passez tous un bon été, de bonnes vacances. Et puis, on revient gonfler à bloc au mois d'août, quoi. Ouais, Et, et puis, à bientôt sur la chaîne ou dans les salles. oui, peut-être qu'on viendra voir les matchs de l'Aurore de Vitré. En tout cas, bonne reprise à vous. Et puis, on espère que vous ferez un bon début de saison pour mettre en valeur le basket breton. On va tout faire pour.
Écoute, un grand merci, Julien. À tous, à bientôt. Bon été à vous. Il y aura des replays tout au long de l'été, donc n'hésitez pas à partager. Voilà. Au revoir tout le Au monde. revoir. Bye bye.